chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période des questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement et Philippe ensuite et Philippe. Bonjour, Pascal Cash, directeur de distribution chez Métro pour les fruits, légumes, produits laitiers et fruits verts. Enchanté, Marc Noël, je suis chef d'opération de projet d'entrepôt avec la Banque Saint-Hubert. Salut, Anthony Castonguay, directeur du transport pour les brasseries au Québec. Magali Gauthier, conseillère en ressources humaines à la Brasserie de Montréal avec un background en logistique. Votre lettre d'équipe? C'est Je suis pas sûr. Ça fait déjà 12 ans que je travaille dans un département. Pendant ces années-là, j'ai pu me rendre compte à quel point la BAT fait partie de la vie des Québécois. Puis, j'ai également eu la chance d'observer comment ça fonctionne quand on fait une livraison. Et c'est pour ça que vous avez fait appel à nous aujourd'hui, le groupe WMF, composé de William Bellavance, Florence Souton et moi-même, pour gagner, pour répondre à un mandat bien précis, qui est d'analyser et optimiser les opérations actuelles que vous avez liées à la livraison. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous présenter? Premièrement, une analyse de votre entreprise, par la suite, la stratégie et également l'implantation de celle-ci. Donc, aujourd'hui, on s'est également fixé quelques objectifs à garder tout au long de notre analyse et également de notre stratégie. Donc, premièrement, de réduire le temps de livraison des commandes, également de minimiser les coûts de livraison aux clients, qui est très primordial, d'optimiser la flotte de camions, de favoriser l'analyse des opérations quotidiennes, également au niveau des indicateurs de performance, et puis de minimiser l'impact environnemental de vos activités. Donc, dans l'information que vous avez transmise, on a pu sortir certaines faiblesses, certaines forces, opportunités et menaces. Et bien entendu, on ne va pas vous alourdir avec cette notion-là que vous connaissez déjà, on va juste passer brièvement sur cette partie. Donc, pour ce qui est des forces, on remarque d'abord que vous avez votre propre flotte personnelle, ce qui est un gros avantage au terme des activités quotidiennes. Ensuite aussi, votre nombre d'entrepôts qui est très grand, qui permet aussi de faciliter la livraison auprès des clients. Et finalement, la santé et sécurité au travail, qui est une notion très importante pour vous et que vous appliquez quotidiennement. De l'autre côté de la médaille, par contre, quand on regarde du côté des faiblesses, il y a la profondeur des indicateurs de performance. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Vous avez déjà des indicateurs de performance. Ils sont bien parce que est-ce qu'ils sont vraiment appliqués d'une manière optimale? La question se pose. Également, l'implication environnementale. Donc, présentement, vous n'avez pas de camions éco-énergétiques. Est-ce que ce ne serait pas bien d'aller en chercher quelques-uns pour le futur? Nous y répondons également. C'est pour cette raison que dans les opportunités, on mentionne tout d'abord l'allocation de camions, qui est une alternative à l'achat de camions, et aussi les camions éco-énergétiques qui sont de plus en plus en vogue sur le marché du transport. Du côté des menaces, par contre, il y a le trafic urbain. Donc, quand on parle de grandes villes comme Montréal, peut-être Québec également, à moindre mesure, le trafic peut grandement influencer la fréquence des livraisons. Donc, c'est vraiment d'être optimal dans ces côtés-là. Pénurie de la main-d'œuvre, c'est vraiment au niveau de l'industrie du camionnage en général. Par expérience, moi-même, dans une entreprise de transport depuis les 3 dernières années, on a un grand problème à garder les chauffeurs. C'est la même chose pour la BAT, c'est la même chose pour tout le monde dans cette industrie-là. Réalité syndicale, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'il faut toujours prendre en compte, justement, les conventions collectives. Donc, on ne peut pas toujours implanter les changements que nous voudrions implanter selon les conventions. L'oral des clients également, qui est différent selon Montréal, selon les autres secteurs. La localisation des clients qui rajoute une certaine contrainte à ce niveau-là. Et la saisonnalité de la demande. Donc, la demande va être répartie différemment tout au long de l'année. Il faut également prendre en compte vos parties prenantes, qui est composée principalement des clients, également tous les gestionnaires, des employés, des actionnaires, comme mon collègue l'a mentionné, le syndicat, et également les fournisseurs. Vous avez beaucoup spécifié au niveau des fournisseurs d'instances. Donc, ce qui nous amène à porter un diagnostic sur toute l'information que vous avez transmise, un diagnostic plutôt large. En fait, qu'il y a plusieurs facteurs à considérer dans la livraison au quotidien et qu'une application est nécessaire pour favoriser les activités quotidiennes de votre entreprise. Ce qui nous amène à nous poser la question qui fait qu'on est ici aujourd'hui. Est-ce qu'il existe une solution qui va permettre de répondre aux objectifs mentionnés en début de mandat, tout en tenant compte des contraintes qui viennent d'être établies? Chez WMF, nous le croyons. Vous le croirez également d'ici la fin de la présentation. Stratégie qui va se faire en 3 volets. Donc, présentement, premièrement, une analyse de la flotte, suivie d'une analyse de la livraison, qui va se conclure par l'analyse au niveau des ressources humaines des employés. Donc, pour commencer avec la flotte,
Qu'est-ce qu'on remarque, c'est que présentement, vous avez 162 camions. 162 camions d'une durée de vie maximale de 15 ans, après laquelle vous allez vendre vos camions, en acheter un autre, dépendant du besoin. La demande est variée, comme je le mentionnais tantôt, donc 50% d'utilisation pendant l'hiver, 80% d'utilisation pendant l'été. La demande est plus grande. Évidemment, ce sont des taux d'utilisation qui ne sont pas optimales, parce que le taux visé d'une utilisation d'une flotte de camions, c'est évidemment 100%, dans les camions roulent tout le temps, qu'ils soient rentables, la grande majorité du temps. Donc, pour continuer l'analyse, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que ça se divise en deux temps. Donc, il y a les 5 premières années. Les 5 premières années, on a l'amortissement qui va s'ajouter sur le coût du camion, donc qui est très grand. L'amortissement suivi de l'entretien, suivi des plaques. Donc, au total, si on regarde seulement les coûts fixes, on arrive à 41 000 par année pour les 5 premières années lors de l'achat d'un camion. Ensuite, on enlève l'amortissement, donc le total va grandement diminuer. Par contre, l'allocation, étant donné qu'il n'y a pas d'amortissement, c'est 3 000 par mois, ça revient à 36 000 par année. Donc, on voit que pour commencer, l'allocation est moins chère que l'achat d'un camion. Par contre, c'est de voir, après cette durée-là, est-ce qu'il n'y a pas des économies qui peuvent être effectuées qui vont permettre d'acheter un camion au lieu de. Qu'est-ce qu'on constate présentement, c'est qu'un camion acheté coûte plus cher maintenant pour les 5 premières années, comme mentionné, mais également qu'on n'a aucun besoin d'achat imminent de camions pour la flotte de camions. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qu'on regarde ici quand on parle de camion? C'est vraiment le coût au kilomètre. Comme on voit ici, on a les kilomètres qui augmentent avec les années juste là. Au début, le coût est plus élevé étant donné que l'amortissement est inclus dans le coût du camion. Par contre, à mesure que le camion fait des milles, à mesure que le temps avance, ce coût-là va diminuer, incluant les coûts d'entretien, les coûts de prix, jusqu'à un rendement optimal. Le rendement optimal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, l'amortissement est terminé. Par contre, les coûts d'entretien, les coûts de prix vont commencer à augmenter. Donc, le coût au kilomètre va augmenter lui aussi. Et à ce moment-là, le camion va coûter plus cher. Il va continuer de coûter plus cher graduellement. Donc, révision de la politique d'inventaire de la flotte. On divise les camions par secteur. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'obtenir un coût kilomètre moyen par secteur, donc secteur urbain, secteur rural. Ça permet de regrouper les camions comme ça. Ensuite, on calcule le point de rendement optimal, comme on vient de voir sur le graphique. À partir de là, vous pouvez vendre les camions qui sont de l'autre côté du point optimal, étant donné qu'on sait que ces camions-là vont présentement coûter plus cher graduellement, jusqu'à un taux d'utilisation voulu de 100% de la flotte. Donc, du moment que vous avez pu vendre chacun de vos camions jusqu'à un taux d'utilisation de 100%, vous allez pouvoir considérer l'achat ou la location de nouveaux camions. Qu'est-ce que ça permet d'ici ce temps-là? C'est que la flotte ne va probablement pas se diminuer jusqu'à 100% d'utilisation encore. Donc, jusqu'à ce que ce soit le cas, vous pouvez évaluer les économies effectuées entre les 5 premières années d'un camion et le temps que ça va prendre entre ces 5 premières années-là et le temps de rendement optimal du camion. Donc, si les économies effectuées sont supérieures, on achète un camion. Si les économies effectuées sont inférieures, on loue un camion. Ce qui nous amène au deuxième volet, soit le volet de la livraison. Donc, on a tout d'abord effectué l'analyse des coûts. Tout d'abord, la première partie de l'analyse des coûts est l'horaire de travail. En effet, l'horaire de travail n'est pas le même que ce soit des clients situés à Montréal que les clients situés à l'extérieur de l'île, ailleurs au Québec. Donc, en effet, à Montréal, on considère une livraison possible entre 6h et 14h, donc 8 heures par jour. Et ailleurs, entre 6h et 14h30, donc 10h30 par jour. Nous avons déterminé le nombre d'heures en minutes pour faciliter nos calculs par la suite. On a aussi posé l'hypothèse que ce temps-là, on devait soustraire 1 heure pour que les livreurs puissent dîner. Donc, on a soustrait 60 minutes, ce qui nous permet de livrer pendant 420 minutes à Montréal et 570 minutes dans les alentours partout ailleurs au Québec. La deuxième partie de notre analyse, on a considéré le temps nécessaire pour effectuer une livraison. Donc, il y a deux types de livraison, soit les livraisons avec manutention et les livraisons sans manutention. Tout d'abord, une livraison sans manutention, autant que celle avec livraison, comprend des commandes de 30 à 195. Donc, sans manutention, on considère un temps maximal de 20 minutes, que ce soit 195 et bien entendu plus petit si c'est 30 caisses. Pour ce qui est avec manutention, on a pu calculer que 30 caisses prenaient environ 22,5 minutes pour faire effectuer la livraison, tandis que 195, on allait jusqu'à 135 minutes, c'est un temps très considérable. Et on remarque même qu'avec manutention, un minimum de caisses par commande, soit 30 caisses, prend déjà plus de temps qu'une livraison sans manutention. Ce qui nous amène à notre troisième partie de l'analyse de la livraison. Bref, nous avons les données que nous avons présentées tout d'abord, soit le temps disponible pour livrer Montréal et ailleurs, les temps nécessaires pour livrer avec et sans manutention, et ce qui nous permet seulement, pour combler ces temps en minutes, d'effectuer seulement 2 livraisons à 135 minutes dans la région de Montréal, soit les livraisons avec manutention, contrairement à ailleurs au Québec, parce qu'on peut en faire 3, puisque bien entendu, le temps est plus grand pour effectuer les livraisons. Ce qui nous amène à une forme de conclusion que, tout d'abord, Montréal a des espaces restreints, donc bien entendu, comprend plus de dépanneurs.
et qu'ailleurs au Québec, les espaces sont plus vastes, donc il y a moins de dépanneurs, on voit plus l'apparition de supermarchés. Et donc, il est nécessaire de diminuer les livraisons avec manutention à Montréal, considérant le fait qu'on peut seulement en effectuer 2 par jour et que c'est justement cette région-là du Québec où il y a le plus de dépanneurs. Donc, notre recommandation est en effet d'inciter les clients à recourir à la livraison sans manutention. Donc, on a fait une certaine analyse face à cette recommandation. Tout d'abord, le salaire d'un livreur. On sait qu'un salaire de livreur est de 35 $ par heure. On considère, suite à ça, les avantages sociaux qui sont de 40 % son salaire horaire, ce qui amène un salaire de 49 $ de l'heure. Donc, avec une livraison sans manutention, pour un 20 minutes, qu'on considère être la durée minimale pour effectuer une commande, on arrive à un salaire de 16,3 $ par 20 minutes. Et pour effectuer la livraison avec manutention, pour le 195, donc au maximum, on arrive à un salaire de 146 et 67 $. Donc, on remarque que c'est beaucoup plus cher pour de payer un livreur pour effectuer une livraison avec manutention que sans manutention. Dans le cas de 195, soit le maximum de caisses que peut contenir une commande. Donc, si on conserve une moyenne de caisses par commande, donc entre 30 et 180 caisses, on arrive à une moyenne de 90 caisses, et qu'on effectue les deux types oui, mais une fois par semaine versus une fois par 6 semaines. Donc, mettons qu'on considère la plus fréquente, excusez-moi, c'est le mot que je cherchais, fréquente, une fois par semaine, donc 52 semaines par une année. Avec manutention, par exemple, on considère 52 semaines à 90 caisses, qui est la moyenne. Donc, 4680 caisses livrées annuellement pour ce type de client-là, qu'on livre une fois par semaine. Si on y va avec la prime qu'on fait x2 le nombre de caisses annuellement livrées à ce client-là, on arrive à une prime d'incitation de 9 360 $. Si on recourt à la livraison sans manutention, on a dit qu'on effectuait, ça coûtait 16,3 $ pour payer le livreur. Si on y va avec manutention, c'était 146,76 $. Donc, on considère une économie de 130 $ et 4 si on recourt à la manutention, la livraison sans manutention. Ce qui fait que recours à ce type de livraison-là permet une économie de 6 780 $ pour la première année. Bien entendu, vous allez me dire, bien entendu, la prime est moins grande que les économies, sauf que si on remarque à l'année suivante, on n'aura pas payé cette prime-là puisque c'est un capital seulement payé à la première année, puis on fera toujours ces économies-là de 6 780 $. Ce qui fait que dès la deuxième année, on rentabilise le fait de recours à la livraison sans manutention auprès de l'entièreté des clients. Bien entendu, ensuite, on a pu regarder les indicateurs appliqués à la livraison, savoir si c'était applicable ou non, les bons. Et on a pu remarquer que les indicateurs que vous utilisez actuellement ne sont pas nécessairement appliqués typiquement à la livraison. Donc, ce qu'on suggère, c'est d'avoir 2 nouveaux indicateurs de performance. Soit le premier, le temps de livraison, qui doit être calculé entre l'arrivée et le départ du livreur au client. Et le deuxième, le coût typiquement de la livraison, qui doit considérer, bien entendu, le salaire du chauffeur et l'essence qui est utilisée pour ce type de livraison. Donc, au niveau des employés, on sait que c'est une grosse pénurie de main-d'œuvre qu'il y a autant à Montréal qu'en région pour les chauffeurs. Donc, vous avez 3 catégories d'employés qui vont faire de la livraison. Donc, les occasionnels, les temporaires et les permanents. On peut remarquer facilement que les chauffeurs occasionnels et temporaires représentent une moins grosse somme d'argent quand on pense aux heures qui peuvent être effectuées. Donc, vous avez également mentionné que ça peut prendre 5 ans avant qu'un employé passe d'occasionnel à permanent. Donc, qu'est-ce qu'on conclut de ça? C'est que c'est plus avantageux d'avoir des occasionnels et des temporaires. Donc, qu'est-ce qu'on vous recommande? C'est de cibler différents groupes d'âge dans vos stratégies RH. Donc, on vous recommande de cibler d'un côté les jeunes étudiants et de l'autre côté les nouveaux retraités. Pourquoi les jeunes étudiants? Ce qu'on vous propose, c'est d'aller avec des partenariats avec les écoles de formation professionnelle. De cette façon-là, en allant cibler directement à la source les étudiants, vous allez pouvoir les garder à plus longtemps. Ce qu'on vous propose également, ça serait de payer une partie de la scolarité de ces étudiants-là parce que la formation professionnelle peut être assez élevée en termes de coûts, à l'échange d'un contrat de 5 ans avec vous. Donc, 5 ans pour la période jusqu'à temps que la personne soit en plein, ce qui est très intéressant pour un étudiant
pourriez également offrir à ces étudiants-là qui vont devenir vos employés de travailler dans les entrepôts en même temps, ce qui pourrait combler leurs horaires, puis vous assurer de fidéliser vos nouveaux employés. Pourquoi les nouveaux retraités? Mon collègue a eu l'expérience au travail que souvent les nouveaux retraités, c'est les employés qui sont le plus heureux. Ils vont aller faire un voyage de temps en temps, une fois par semaine. Puis eux, ils aiment ça, c'est pas stressant. Également, c'est des personnes qui vont travailler à temps partiel. On veut quelqu'un qui est quand même d'une bonne forme pour pouvoir s'assurer qu'il va pouvoir répondre aux exigences du travail qui peut être un peu parfois plus physique. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose, c'est d'approcher d'anciens chauffeurs, soit de votre compagnie ou même de d'autres compagnies à l'externe. Également, de rentrer en contact le plus rapidement possible avec diverses écoles de formation professionnelle, autant en région que dans les milieux urbains. Puis, au niveau de la santé et sécurité, qui vous préoccupe beaucoup, ça serait de faire, pour les nouveaux employés, d'effectuer un bilan de santé lors de l'embauche. Puis, pour les jeunes employés, ça serait vraiment d'y aller avec une formation, leur expliquer l'importance, parce que les jeunes, des fois, sont un peu plus téméraires, n'accordent pas d'importance à ça, donc y aller vraiment avec du renforcement positif. Donc, vous avez également mentionné qu'au niveau des fichiers Excel, pour les indicateurs de performance, il y avait certaines lourdeurs administratives. Qu'est-ce qu'on vous propose en premier lieu? C'est d'y aller avec une formation au niveau des employés pour réduire ce temps-là. Si toutefois ça ne marche pas, on ne voulait pas nécessairement se lancer là-dedans. Y aller avec une intégration des logiciels qui pourrait se faire. On n'est pas expert là-dedans, donc on ne voulait pas y aller vous donner des solutions détaillées pour ça. Au niveau des indicateurs pour les employés, qu'est-ce qu'on vous propose? Premièrement, le taux de rotation des employés pour vérifier si les employés restent longtemps. Le nombre d'heures moyens travaillés par semaine par les nouveaux employés et également la satisfaction des employés s'ils sont heureux dans leur travail, même s'ils ne font pas nécessairement des semaines complètes. Également, vous avez une préoccupation au niveau du développement durable. Vous vouliez réduire vos émissions de CO2 d'ici 2025 de 25 comme mon collègue vous l'a présenté, présentement, il n'y a pas d'acquisition de camions qui va se faire. Par contre, on ne sait pas ce qui va se produire dans le futur. Donc, c'est toujours de garder en tête que même si Tesla, par exemple, leurs camions sont peut-être pas prêts pour 2020, ça va être quelque chose qui peut arriver dans le futur. Donc, toujours garder en tête, faire une certaine veille à ce qui se passe dans le milieu pour s'assurer d'être vraiment les leaders au niveau du développement durable dans votre milieu. Nous avons les chantiers qui regroupent l'ensemble des recommandations que nous faisons aujourd'hui. Tout d'abord, l'analyse soit de l'achat et la location des camions, donc l'analyse de votre flotte que mon collègue William a présenté précédemment. On prévoit un 6 mois pour cette partie-là. Ensuite, il y a l'adaptation des livraisons. Bien entendu, vous avez un grand nombre de clients, donc la négociation, à savoir si on a recours à la livraison sans manutention peut prendre un certain délai pour l'ensemble des clients. C'est pour ça qu'on a prévu 1 an et demi pour cette étape-là. Et ensuite, pour le troisième volet, qui était les employés, on prévoit tout d'abord 1 an pour le contact avec la formation professionnelle. Et ensuite, suite à ça, le recrutement qui se fait parallèlement, donc 1 an aussi pour ça, le recrutement, entre autres, que ce soit des étudiants ou des personnes plus âgées. Et bien entendu, le développement durable est une réalité de nos jours, donc dès le début jusqu'à la fin, le développement durable doit être considéré. Au niveau du budget, pour le volet 1, qu'est-ce qu'on prévoit? C'est vraiment l'allocation s'il y a lieu, puis qu'est-ce qui est en lien avec les négociations de contrat, les frais de contrat. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit? C'est 100 000 à ce niveau-là. Pour le volet 2, on parle de projet de pilote. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est le temps de transition pour voir s'il y a des dépanneurs qui veulent s'adapter puis avoir les livraisons par palette. On prévoit les frais qui sont liés à ça, c'est vraiment la remise qui va être fournie aux clients. Puis également, pour le volet 3, c'est tout ce qui est recrutement par partenariat. On prévoit 200 000 à ce niveau-là. Donc, qui dit changement dit risque. Du côté de ça, il faut être en mesure de les gérer, il faut être en mesure de les prévoir, il faut être en mesure de réagir à ces risques-là. Donc, pénurie de main-d'œuvre, comme on mentionnait tantôt, une manière de résoudre ça, encore une fois, c'est l'augmentation des conditions de travail. Donc, de trouver des moyens d'améliorer les conditions des gens, de les entourer de belles conditions d'avantages sociaux qui vont leur permettre de rester chez Laval et d'aimer leur travail. Également, embarquer avec vous le syndicat. On sait que ce n'est pas toujours facile d'avoir des bonnes relations syndicales avec un grand groupe, que ce soit chez Laval, que ce soit dans une entreprise d'État, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment de les mettre de votre côté afin de vous permettre d'apporter des changements qui vont bénéficier non seulement à vous, mais également à vos employés. Marché du camion usagé, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que tantôt, je parlais de vente de camions. Donc, oui, il faut vendre, par contre, il faut vendre à un certain prix, un prix qui est raisonnable. Donc, c'est de rester à l'affût de ce marché-là. En attendant, si le prix est plus bas au niveau du marché, est-ce que ça empêche la location temporaire de vos camions pour une autre entreprise? Non plus. Et en plus de ça, ça vous fait un revenu récurrent.
Mauvaise réception des clients de changement de livraison. Donc, encore une fois, on a une certaine marge de manœuvre au niveau de l'incitatif qu'on peut donner à ces clients-là afin de se transformer au niveau de la livraison sans manutention. Donc, présentement, on peut faire 2,5 fois le nombre de caisses annuelles maximal au niveau de l'incitatif, mais c'est toujours de se rappeler que ce montant-là, c'est un montant qui est forfaitaire, qui va pouvoir être rattrapé année après année, au niveau des économies qui seront effectuées à ce niveau-là. Donc, au niveau des objectifs, simplement pour mentionner que tout a été atteint, que ce soit de réduire le temps de livraison, de minimiser les coûts, d'optimiser la flotte, de favoriser l'analyse quotidienne et de minimiser les impacts environnementaux. Vers le futur, qu'est-ce qu'on veut dire? On vous propose quelque chose, c'est le challenge Labatt, qui pourrait mettre en compétition tous vos entrepôts. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est de mettre à contribution vos employés afin de trouver des idées innovantes. C'est eux qui sont sur le terrain, puis qui vont vous dire comment ça se passe, puis qu'est-ce qui pourrait être à améliorer. Donc, c'est une petite idée qu'on se lance comme ça. Donc, aussi, après une longue journée comme aujourd'hui, ce que vous voulez faire, c'est d'aller prendre un verre, de décompresser. Mais avant ça, on va être prêt à répondre à vos questions. Je vais commencer avec une question. Alors, on a un budget de 2,2 millions. Vous nous proposez un budget avec 1,8 million. J'ai 400 000 $ d'économie. J'en fais quoi avec? Développement durable, c'est toujours une bonne alternative d'évoluer, d'avoir une meilleure perception auprès de la communauté. Oui, ça pourrait être une tendance qui est présentement les certifications LEED qui pourraient être sur vos nouveaux entrepôts. Je sais que vous avez fait des extensions. Ça pourrait être une bonne idée d'y aller comme ça. Bon, change les règles du jeu complètement. On a 374 employés, 162 camions, 162 chauffeurs. Puis demain, je vous dis, vous n'avez pas le droit de louer votre camion. Puis il en reste 100 seulement. Qu'est-ce que vous faites? Avant ça, il faut regarder les possibilités d'achat. Donc, présentement, on avait Aucune possibilité d'achat. Pouvez-vous répéter la question? Je Sans camion. Moi, Pas de location, pas d'achat. il faut faire rouler les 100 camions. On livre tous les mêmes clients. OK. Ouais, à ce moment-là, c'est de regarder le nombre de temps qu'un camion va passer dans la cour. Parce que oui, c'est beau d'avoir un camion, par contre, dès qu'il ne roule pas, il ne ramène pas d'argent. Et ce qu'on veut, c'est qu'il ramène de l'argent. Donc, à ce moment-là, c'est de regarder si on ne peut pas élargir les plages de livraison, si ce n'est pas possible pour les chauffeurs d'organiser des chiffres qui sont conséquents, qui permettent de suivre la livraison d'un camion, qui va revenir au poste, qui va pouvoir repartir immédiatement afin d'aller livrer ces 10 clients-là. Ouais. On a fait plusieurs, je sais pas, on a fait une bonne. Ben, on va commencer avec celle-là. On parlait de deux profils d'employés qu'on regardait, les étudiants, qui est une excellente idée, qui est quelque chose qu'on fait présentement. On pourrait le faire plus, mais c'est bon de le souligner. L'autre, d'aller chercher des jeunes retraités, en fait des nouveaux retraités. Comment on fait pour le prendre dans les enjeux, dans le contexte syndical qu'on vit? Comment on fait pour prendre un retraité et le mettre tout de suite dans un camion assis sans que ça fasse des problèmes syndicaux ou des enjeux? Parce que la façon qu'on fonctionne, c'est en entrepôt en premier, ensuite tu mets un camion. Comment on attaque ça? Bien, tout d'abord, un retraité ne va pas nécessairement nécessiter beaucoup d'heures durant la semaine, donc dans le fait que ses petits-enfants, il veut passer du temps auprès de sa famille, c'est juste vraiment pour se dégourdir un peu et se divertir. Donc, bien entendu, comme il ne me demandera pas de nombreuses heures par semaine, il va avoir moins d'impact au niveau syndical auprès des autres employés, il ne va pas avoir de forme de jalousie ou de plainte à ce niveau-là. Dans la situation où est-ce que c'est un de vos anciens employés qui a techniquement encore de l'ancienneté, qui a déjà travaillé là, je ne crois pas que ça va poser de problème. Puis cet employé, souvent, quelqu'un va prendre sa retraite, puis 1 an, 2 ans après, se rend compte que j'ai plus de passe-temps, donc de cette façon-là, je crois qu'il va avoir moins de réticence si c'est des anciens employés déjà de la base. J'aurais une question par rapport à vos recommandations pour les incitatifs. J'ai beaucoup aimé l'idée de donner cet argent qui accepte de faire des livraisons sans manutention. Par contre, ça me stresserait de donner 9 000 $ à un client sans savoir s'il va changer d'idée l'année prochaine, puis on va me dire, moi, finalement, j'aime mieux dans le service. Bien entendu, l'entente devrait être formulée avec un contrat d'une certaine durée pour justement. On sait que les 2 ans permettent de rentabiliser cette prime-là, donc un minimum de contrat de 2 ans permettrait de rentabiliser la prime et de même faire des économies suite à ça. Donc, un contrat de 2 ans serait nécessaire avec l'utilisation de la prime. Comment on rencontre nos objectifs de réduction d'émissions de CO2?
Présentement, les objectifs vont être rencontrés par la réduction de la flotte totale de camions. Donc, moins de camions, on va dire moins de mouvements au niveau des entrepôts, on va dire moins d'émissions de gaz à effet de serre de camions qui ne roulent pas sur des longues distances, sur des distances qui sont moins consommatrices d'énergie. Pour le futur, par contre, c'est vraiment de regarder quel type de camion vous allez devoir acheter. Donc, présentement, il y a les camions ordinaires et les camions gaz naturel, si je ne me trompe pas, ou les camions Tesla. Donc, c'est vraiment de voir lequel va pouvoir vous apporter autant une économie au niveau de la réduction des gaz à effet de serre, mais également une économie au niveau de vos coûts. On sait que présentement, les camions Tesla ont beaucoup d'incertitudes par rapport à eux. Donc, pour tout de suite, je vous conseillerais d'aller plus vers les camions au gaz naturel, donc d'évaluer les coûts associés à ça, les coûts de carburant, les coûts d'installation aussi, puis de voir celui qui vous coûte moins cher. Pour le moment, sans toujours en prendre en compte le futur, ils vont pouvoir inclure les camions électriques. Merci. Merci beaucoup de savoir. Merci de nous avoir. Merci.